Bienvenue sur Pluma News, l'émission des lités curieux. Ce programme est coproduit par Pluma Vitae, la plateforme de l'édition de demain, et Scribe Impact Rédaction, spécialisée en rédaction et accompagnement d'autrices et d'auteurs. Au programme de cette édition, l'actualité de la semaine ainsi qu'un tour d'horizon des sorties à venir. Pour clôturer l'épisode, nous vous proposons de casser une fausse croyance. Tous les auteurs créent de la même manière. Spoiler alerte, c'est totalement faux. Il existe différents profils types d'auteurs, différents archétypes. La Bretagne met le livre à l'honneur. Du 12 février au 13 mars, l'Agence du livre et lecture de la région Bretagne a décidé de consacrer un mois de célébration complète autour du livre. Le but est simple, mettre en avant, selon le communiqué de presse, la vitalité littéraire et la richesse éditoriale de la région à destination du grand public. Sont prévus des ateliers, des lectures, des performances, des rencontres, mais aussi des expositions et bien d'autres choses. Mais, dit Jamy, c'est vrai que tes vidéos vont être déclinées en livres ? Eh bien oui, Jamy Gourmaud, qui a marqué toute une génération en participant à l'émission de vulgarisation C'est pas sorcier, continue ses activités. Après s'être lancé sur YouTube en 2020 avec sa chaîne Les Épicurieux, les éditions Nathan annoncent que ses vidéos éducatives seront adaptées en livres. Depuis le début de la crise du Covid, de nouvelles habitudes se sont ancrées dans un peu tous les domaines. Hygiène, rencontres, mais aussi achats. En effet, la Fédération du commerce dévoile les chiffres. Les consommateurs n'achètent pas forcément plus en ligne, mais plus souvent. Pour le réseau de libraires Librest, 10% de leur chiffre d'affaires est dû à la vente en ligne. Pour le secteur du livre et les librairies indépendantes, la vente en ligne est plus que jamais une réalité à prendre en compte et un service à développer. La Fédération du e-commerce a aussi remarqué une hausse significative d'achats de seconde main et d'occasion. L'université Bicocca de Milan réalise un pas de géant dans le domaine de la solidarité et de l'entraide entre étudiants. Maria Grazia Riva, responsable du département des sciences humaines pour l'éducation dans l'établissement, a décidé de transporter le concept des cafés suspendus aux livres universitaires. Pour beaucoup d'étudiants, français comme italiens, contrairement aux récents propos tenus par Emmanuel Macron, les études coûtent cher, ne serait-ce que pour acquérir les livres demandés par les enseignants. Cette initiative permet aux étudiants de se procurer les livres parfois extrêmement chers et ou difficiles à trouver grâce à un réseau solidaire. La crise entre les éditeurs indépendants et le Festival du Livre de Paris est toujours en cours. Malgré les propositions du festival, jugées insuffisantes par les plaignants, les éditeurs et régions restent fermes. La solution n'a toujours pas été trouvée. Une ultime proposition vient d'être faite. Créer une allée des régions avec des tarifs plus attractifs pour permettre aux régions et à ses éditeurs d'être représentés, alors que les organisateurs voulaient un festival sans les régions, ainsi qu'un coup de projecteur. Pour ce concept, certaines maisons seraient sélectionnées par thème pour présenter au public seulement la crème de la crème. Affaire à suivre. Organisé par le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, le prix Fauve des lycéens revient pour une seconde édition. 5 titres ont été désignés par 1000 lycéens issus de 30 établissements différents. Alerte 5, de Max Radigues chez Casterman, Darushan de Lemon Aruna chez Le Lézard Noir, Le Grand Vide de Léa Marawiec chez 2024, le premier tome du Jeune Acteur, aventure de Vincent Lacoste au cinéma de Riyad Satouf, chez Les Livres du Futur, et le premier tome de Wokimbo de Sylvain Repos chez Dargaud. Le lauréat sera annoncé le 19 mars. Éric Leblanc a été élu le 3 février à l'unanimité président de la commission des usages commerciaux du syndicat national de l'édition. Il était, depuis 2018, directeur commercial et marketing chez Glénat. Le monde du livre est rythmé par ses rentrées, notamment sa tant attendue rentrée littéraire de septembre. Celle de janvier, nommée la petite rentrée par les professionnels, a tendance à mettre en avant des romans moins grand public que celle de septembre. Sauf que cette année, la petite rentrée compte pas moins de 545 livres, soit 24 ouvrages de plus que la rentrée de septembre 2021. Une rentrée pas si petite que ça qui ne cesse encore et toujours de questionner sur la surproduction littéraire actuelle. Les éditions Caractère osent avec un pari plus qu'osé, une anthologie poétique. Une anthologie poétique, oui, mais mondiale. Supervisée par Nicole Ndalia, cette anthologie regroupe pas moins de 372 auteurs originaires de 96 pays différents, de l'Espagne à la Russie, en passant par l'île Maurice et la Turquie. Une anthologie qui se veut profondément humaine, porteuse de liberté, en opposition totale avec le climat actuel où les rapports humains se délitent pour laisser place à la haine, à la méfiance et à l'hypocrisie. La poésie, elle, ne ment pas. L'autrice de science-fiction Angelica Goroticher est décédée à l'âge de 93 ans. Relativement peu connue en France, elle est pourtant une référence dans ce genre en Argentine et aux États-Unis d'Amérique. Elle a notamment écrit Calpa Impérial et Trafalgar. Du nouveau chez Armand Colline, la maison d'édition a annoncé qu'une nouvelle collection viendrait agrandir son catalogue.
Le vent se lève, cette nouvelle collection organisée autour d'essais, s'inaugurera de mars à juin 2022 avec 3 parutions. En mars, on retrouvera le dernier essai du philosophe italien Giorgio Agamben. En avril, Proust in Love, une biographie érotique et sentimentale signée William Carter. Et enfin, en juin, une relecture de la Divine Comédie de Dante par Graham Armand, un philosophe américain. Les sorties de la semaine sont aussi diverses que variées. Historique, quête de la vérité, rêve d'une vie. C'est parti. Dès le 9 février, vous pouvez retrouver sur la table de vos libraires Le Chant de la Vengeance de Megan Chance aux éditions Faubourg Marigny. Dans le San Francisco du début des années 1900, après le grand tremblement de terre qui a touché la ville, May Kimball n'a qu'une idée en tête. Se venger et récupérer ce qui lui appartient. Le 9 février également, ce sont les éditions Charleston qui nous offrent un nouveau titre. Odette et le taxi jaune d'Isabelle Artus. À 80 ans, Odette a l'habitude d'aller le vendredi passer sa journée à l'aéroport de Roissy. Mais ce vendredi, Odette ne rentre pas. Sa petite fille et son meilleur ami partent à sa recherche et découvrent l'histoire familiale de la jeune femme qui les replonge au cœur des grandes tragédies du XXe siècle. Enfin, le 10 février, ce sont les éditions PKJ qui feront des heureux. Sous des flocons d'argent, la suite de Sous un ciel d'or de Laura Wood siégera sur les tables de toutes les bonnes librairies. Dans les Cornouailles des années 30, Freya quitte la ferme familiale pour vivre son grand rêve, devenir comédienne. Au détour d'un voyage en train, elle rencontre Kit, un jeune auteur, qui lui offrira peut-être plus qu'une carrière sur les planches. Passons maintenant à notre dossier. Bien souvent, à l'école, on nous apprend à répondre à une question ou à résoudre un problème avec une seule méthode. Ce principe de la méthode unique est ensuite appliqué par extension à tous les autres domaines de la vie. Il n'existe qu'une seule manière de perdre de la masse grasse. Il n'existe qu'une seule méthode de révision efficace. Il n'existe qu'un seul schéma de couple. Il n'existe qu'une seule méthode pour écrire des livres, etc. Cette manière de penser est aussi réductrice que dangereuse. Heureusement, bien au contraire, qu'il existe différentes manières de faire, de créer et de vivre. Il n'y a pas de meilleure méthode par excellence, mais seulement des méthodes qui sont meilleures pour vous. Ce qui est efficace pour moi ne le sera peut-être pas pour mon frère, pour mon conjoint, pour mes amis. Dans le domaine de la création et donc de l'écriture, c'est exactement la même chose. Il y aura beau y avoir des principes de base qui peuvent servir de guide, le détail des méthodes dépend de chaque personne. Donnez une toile vierge à différents peintres et donnez un même thème. Aucune des toiles ne se ressemblera, de même que les techniques employées, car l'organisation des idées, les liens qui se créent entre les idées et leur réalisation dépendent de chacun, de leur caractère, de leur sensibilité, de leur expérience, etc., etc. Malgré la masse d'auteurs et d'autrices existants, certains schémas de création sont tout de même répétitifs. On en compte notamment 3, bien popularisés par le site du NaNoWriMo. On pourrait en français les traduire ainsi. Architecte, jardinier et paysagiste. Les architectes. Les architectes, ce sont ceux qui organisent tout de A jusqu'à Z. Avant de passer à la rédaction même du roman, pour ne pas être bloqués, ils ont besoin d'avoir une connaissance assez étendue de leurs personnages, de leur univers, des actions, de tout maîtriser. Ne pas avoir de plan, plus ou moins précis, peut les bloquer dans leur création. Concrètement, un architecte aura tendance à créer des fiches personnages plus ou moins étoffées en fonction de ses besoins, à créer de multiples fichiers, dossiers, cahiers, peu importe, dans lesquels il consigne les plans de ses intrigues, les avancées des personnages, les actions. Vraiment, rien n'est laissé au hasard. Puisqu'il s'agit plus d'archétypes qu'autre chose, on ne pourrait vraiment parler d'avantages et d'inconvénients. Cependant, si cet archétype ne vous correspond pas, réaliser autant de recherches et de planification avant même la rédaction pourrait vous bloquer dans votre créativité et vous créer des contraintes. De même, ce style de fonctionnement, en fonction de votre souplesse, peut avoir tendance à bloquer les potentielles évolutions positives que peut subir un roman en cours de création. Les jardiniers, l'exact contraire des architectes. Rien n'est vraiment planifié, les fiches personnages, même pas envisagées. Le jardinier a une idée qui germe, il la plante tout de suite, quitte à réfléchir plus tard. Il y va en toute décontraction, son seul credo, advienne que pourra. Concrètement, un jardinier pourrait avoir tendance à ne pas vraiment préparer son texte, ne pas établir de plan. Il a un point de départ, mais il n'a pas toujours un point final, et inversement. Il a une idée, un message, et il se dépatouille au fil de la plume, de l'inspiration, du moment, etc. Tout comme son collègue architecte, le jardinier peut présenter des aspects avantageux et d'autres plus bloquants. L'absence totale de cadre peut être soit libératrice et décupler votre créativité, comme tout au contraire complètement la bloquer. Comment créer quand on ne sait pas où on va ? Les paysagistes. Les paysagistes, ce sont ceux qui n'ont pas réussi à faire un choix et qui du coup ont des caractéristiques des deux archétypes précédents. Il a besoin d'un cadre, mais pas trop. De savoir où il va, mais pas de manière trop précise pour laisser place aux imprévus et aux surprises.
Concrètement, le paysagiste peut s'aider d'un synopsis plus ou moins précis de son intrigue principale et secondaire pour savoir où il va dans les grandes lignes. Il remet les événements précis, les émotions et autres détails entre les mains de sa créativité et du hasard. Ses personnages, il ne fait pas forcément de fiches, ou s'il en fait, elles ne comportent que ce dont il a besoin. Le reste peut venir plus tard. Comme les deux autres archétypes, le paysagiste peut être très avantageux mais aussi bloquant. Quand arrêter les recherches? Quand faut-il qu'il y en ait plus? Moins? Où est la limite? Sur quoi ai-je besoin de mettre du cadre? Le paysagiste est un véritable équilibriste. Bien entendu, j'ai dépeint ces archétypes de manière assez caricaturale, il y a bien entendu des nuances. Et pendant la réécriture alors? Lors de la réécriture, il est souvent admis que tous les archétypes reprennent leur support ou ancrés. Puisqu'il n'est plus question de création pure mais aussi d'optimisation et de correction, savoir où on va concrètement, maintenant que toute la partie création pure, à savoir le premier jet, est réalisée, il est bon d'avoir d'inscrit quelque part les éléments importants pour pouvoir travailler efficacement. Et si je veux me lancer dans l'écriture, je fais comment? Lorsqu'on débute, ou pas d'ailleurs, dans l'aventure de l'écriture, la grande question est souvent la même. Comment est-ce que j'organise tout ça? La réponse est simple et ne résidera qu'en deux notions clés. L'expérimentation et l'adaptabilité. Comment savoir quelle organisation vous sied si vous ne les testez pas? Comme j'ai l'habitude de le dire, vous n'êtes pas à l'école. Vous avez le droit d'essayer, de vous tromper, de recommencer autrement, de vous tromper encore. Expérimenter différentes méthodes sera la meilleure solution pour trouver celle qui vous correspond à 100%. Savoir comment organiser sa créativité, c'est une étape essentielle à ne pas négliger pour toucher ses objectifs du doigt et se diriger vers la réussite et l'accomplissement. Tout comme vous avez dû expérimenter différentes manières de faire cuire des pâtes et réviser, il en va de même pour votre créativité. Enfin, l'adaptabilité. C'est une notion que l'on retrouve très rarement dans les articles d'aide et qui pourtant me semble extrêmement importante. Ce n'est pas parce que vous avez été architecte sur un projet que vous serez architecte sur tous vos projets. Tout comme il existe autant de méthodes d'organisation que d'êtres humains, il existe autant d'organisations que de projets. Si je prends un exemple qui m'est tout à fait personnel. Sur mes projets de livres jeunesse, pour les moins de 10 ans, je suis jardinière. Pour mes projets de fantaisie actuels, je suis plutôt paysagiste, mon archétype de base. Mais j'ai depuis des années un projet de science-fiction en tête que je ne pourrai mener à terme qu'en devenant architecte. En bref, les archétypes ne sont pas une fin en soi et ne doivent pas vous bloquer. Si faire des fiches personnages vous aide, faites-en. Si ça ne vous aide pas, n'en faites pas. N'oubliez pas une règle de base. N'appliquez que les conseils qui vous sont utiles. Les conseils sont ce qu'ils sont. Des conseils et non pas des règles. Créez ce que vous avez envie de créer, de la manière la plus saine et efficace pour vous. Écrire doit rester un plaisir. Avoir connaissance des différents archétypes n'est qu'une aide, une béquille pour vous aider sur la voie de la création. Ça ne doit en aucun cas être une fin en soi ou un facteur bloquant. Merci d'avoir écouté cette édition de Pluma News. Nous vous donnons rendez-vous tous les mercredis à 18h. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à la partager. À la semaine prochaine!